Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. L'Imaginoire est une émission radio créée en étroite collaboration avec des familles touchées par la déficience visuelle et l'association Résonance. Émission outil destinée à, entre autres, sensibiliser le public au monde du handicap. Et depuis 3 émissions, l'équipe a décidé de vous proposer une série de portraits inspirants. Et aujourd'hui, on remet le couvert avec... Je m'appelle Valérie Béancet, j'ai 48 ans et je suis psychologue clinicienne. Et puis là, actuellement, je suis en arrêt, en projet de reconversion. Valérie va nous parler de son parcours, plein d'embûches, de courage et d'acceptation. Mais pas que. On vous souhaite une bonne écoute. Je suis déficiente visuelle depuis, c'est congénital, tu vois, donc j'ai toujours mal vu, mais de moins en moins. Donc je suis née très myope, ça m'a pas empêché de faire une scolarité classique, normale, plutôt bien, jusqu'au bac, tu vois, avec mention et tout ça. Je voulais, après le bac, faire Sciences Po, que j'ai raté. Ça a été une grosse baffe dans la gueule, parce que j'étais plutôt bonne élève jusqu'alors. Et donc, c'était mon premier échec. Du coup, je me suis rabattue sur l'apprentissage du japonais au Langso, à Paris, dans l'idée d'essayer une carrière diplomatique via les concours du ministère des Affaires étrangères. Et donc, j'ai fait des études de langue et littérature japonaise. Je suis allée jusqu'à la maîtrise, j'ai passé la grecque, là aussi je me suis plantée, parce que il faut dire que c'était balèze. C'était tous les 2 ans, il y avait 2 postes et tu avais des candidates, souvent effectivement c'était des femmes, des japonaises mariées à des français. Donc la concurrence était rude, donc j'ai raté ce concours. Et là, je suis partie au Japon, j'ai découvert l'enseignement du français. C'était dans une école de cuisine française à Tokyo. C'était très sympa. Et donc, je me suis dit, finalement, puisque j'ai planté la grecque, plutôt que d'enseigner le japonais aux Français, je vais enseigner le français aux Japonais, entre autres. Donc, quand je suis revenue en France, j'ai passé un master de... Alors, c'était un peu ronflant. Ça s'appelait Langue française, coopération éducative et relations interculturelles. Et après, je retourne au Japon. Et là, c'est le début des complications et des retournements de situation liés à ma vue. C'est-à-dire que j'ai ma première hémorragie rétinienne au Japon. Je ne sais pas si c'est cause à effet, mais en lisant un fax de ma mère, bam, là je vois un truc noir dans mon champ visuel. Bon, j'ai été prise en charge là-bas. J'avoue que je ne comprenais pas toutes les subtilités de ce qui m'arrivait. Et quand je suis rentrée en France, mes parents avaient pris un rendez-vous à l'Hôtel Dieu. On m'a dit à ce moment-là, c'est soit vous faites opérer, soit vous êtes aveugle à 40 ans. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis fait opérer. Alors, c'était une opération un peu expérimentale qui se fait plus maintenant. L'idée, c'était pas d'améliorer la vue, mais d'arrêter cette évolution. Parce que moi, on m'avait dit, quand j'étais petite, à 18 ans, ça ira mieux. Puis quand j'ai eu 18 ans, ça n'allait toujours pas mieux. Je continuais à perdre la vue. Enfin, que ça baissait, mon acuité baissait à 20 ans, à 25 ans, tac. Et donc là, l'idée, c'était de freiner cette évolution. Donc... comment on freine quelqu'un ? On l'empêche d'avancer. Donc, ils m'ont mis des bandes de cortex derrière la rétine. Donc, grosse opération qui a en fait échoué dans le sens où ça a continué à évoluer. Et ça a vachement fragilisé la rétine dans le sens où en fait, c'est comme si un peu c'est une pâte à tarte qu'on étirait. Puis il y a des moments... tu vois, parce que le moule, l'œil myope est un œil qui est grand, quoi. Et donc, la pâte est de plus en plus fine et donc, elle craque. Suite à cette opération lourde, dont la convalescence aussi a été compliquée, parce que j'ai eu presque pendant des années, des traces sur la cornée de cette ouverture, en fait. J'avais des cicatrices. Et donc, ça a continué à craquer par-ci, par-là. Donc, j'avais des petites hémorragies rétiniennes régulières.
Du coup, j'étais rentrée en France pour me faire opérer. Donc, j'ai continué à bosser un peu en tant qu'enseignante de FLE, de français langue étrangère, pour les étrangers. Sauf que c'était moins fun qu'à l'étranger, notamment au Japon, et que c'était un job très précaire en France. Bosser à l'Alliance française, des petits contrats un peu à la con, j'ai envie de dire. Sachant la fragilité de ma vue, ma santé, que je devais passer un concours. Donc, je suis rentrée dans la fonction publique. Et j'ai passé le concours d'enseignante, en fait, du primaire, que j'ai raté une première fois et que j'ai repassé et que j'ai eu à Grenoble, alors que j'habitais à Lyon. J'ai commencé à enseigner en Isère. J'étais avec des petits, des maternelles, donc ça allait pas mal. Et puis après, j'ai demandé mon transfert dans le Rhône et je me suis retrouvée avec des grands. Et là, j'ai vu que je ne voyais pas, en fait, que autant les petits, tu vois, j'étais près d'eux, j'étais à proximité, donc ça allait. Mais les grands, quand ils me montraient des ardoises là, qui faisaient du calcul mental, je voyais que dalle. Et donc, c'était un peu compliqué, j'étais un peu, je dirais, presque sous pression, un peu tendue. Et là, bam, j'ai eu à nouveau une grosse hémorragie rétinienne. Donc ça, c'était en 2008. Et là, j'avais 34 ans. Ouais. Et donc là, en fait, ça a vachement altéré ma vue à l'œil gauche. Je voyais vraiment déformé et tout. J'ai rencontré le médecin de l'inspection académique qui m'a dit qu'il fallait que je fasse le deuil de l'enseignement et que je me reconvertisse. Ok, bon. Donc ça a été dur. J'ai obtenu à ce moment-là la reconnaissance de travailleur handicapé. J'ai fait mon premier dossier MDPH, Maison des personnes handicapées. Donc c'est pas rigolo, quoi. Donc tout de suite, là, ça pose un truc. Ça devient officiel, ça devient un statut, quoi. Je savais pas trop quoi faire. Voilà, le champ des possibles était complètement ouvert. Alors moi, la culture m'avait toujours intéressée. J'aime lire, j'aime aller au ciné, j'aime écouter de la musique, blabla. Mais bon, ok, on fait quoi avec ça, quoi. Et du coup, on m'a proposé un poste d'enseignante spécialisée avec des petits groupes. Donc, ok, j'ai fait ça. Et là, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré... on travaillait dans ce qu'on appelle les RASED, donc c'est les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté. Et là, j'ai travaillé avec une psychologue qui était clinicienne. L'approche qu'elle avait des enfants, mais vraiment, tu vois, dans une globalité. En fait, il s'agissait plus d'être seulement à se dire celui-là, il est nul en maths, mais d'essayer de comprendre un peu plus largement ce qui se jouait pour le gamin et ce qui faisait qu'il apprenait pas, ou qu'il allait pas bien, ou qu'il avait envie de taper les copains et tout ça. Et donc, j'ai commencé des études de psycho via un cursus qui est un truc assez génial que propose Lyon 2, qui s'appelle FPP, formation à partir de la pratique. Et en fait, c'est pour les personnes qui bossent et qui font ça le week-end en formation continue. Et l'idée, en fait, c'est d'interroger sa pratique professionnelle. Donc moi, en l'occurrence, tu vois, un job d'enseignante. Et d'essayer d'avoir une approche, un questionnement clinique, de se déplacer, en fait. Regarder sa pratique d'un point de vue petit à petit psy. Mais du coup, c'est pas ça l'art d'être psychologue, justement, quand tu as un patient, par la suite, c'est d'essayer de lui faire envisager les choses, un même problème, mais d'une façon différente. Oui, se déplace, c'est donc, complètement ça. Donc en fait, quand là dans ton parcours, ils te mettent à la place d'un patient, en fait. Ils te mettent, en tout cas, en position de chercheur, de recherche, un peu de questionnement. Et je crois que quand tu commences un travail psy, c'est un peu... tu questionnes ta propre énigme, qui est ta vie, en fait. Donc, ouais, je dirais que c'est... Oui, t'as raison. C'est vraiment une mise en situation, presque une mise en abîme, en fait. Mais en tout cas, cette méthode, elle a super bien fonctionné avec toi. Ouais. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. On passe l'émission du jour en compagnie de Valérie, autour de son parcours, à un nouveau portrait inspirant. Retour à l'entretien.
Du coup, j'ai passé cette année-là, j'ai fait des stages et tout ça. Et puis comme j'étais déjà dans l'éducation nationale, j'y suis restée parce que c'était toujours les mêmes raisons, hein. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais toujours un peu fait des choix par défaut professionnellement liés à ma vue. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne vais pas lâcher un 100% pour aller chercher un job genre à 20% et où il me faudrait une bagnole alors que je ne conduis pas et machin. Donc je suis restée à l'école en étant quand même un peu frustrée parce que c'est pas le lieu idéal pour une pratique clinique, hein, sachant qu'on est plus attendu du côté de l'évaluation des gamins. Les enseignants, la demande, elle vient plutôt du côté des enseignants parce que eux, ils s'interrogent pourquoi tel gamin, il fonctionne pas, il n'apprend pas et tout ça. Et donc il n'y a pas de demande, c'est toute la question de ce qui est important en psycho aussi, c'est que quelqu'un vienne à toi avec un questionnement, ou alors en tout cas de pouvoir le mettre en mouvement. Et c'est vrai que dans le cadre de l'école, on reste dans une dimension beaucoup plus d'évaluation. Tu avais le sentiment de ne pas pouvoir exercer pleinement les possibilités de ton taf, tu étais un peu frustré? En étant clinicienne, j'essaye dans toutes les situations d'écouter pleinement, tu vois, de pas m'en tenir justement aux symptômes. C'est-à-dire ce gamin, non, il fait plein de fautes en orthographe. Qu'est-ce qui se passe plus globalement? D'essayer d'interroger ça. Mais par contre, après, toute la question du soin, et c'est là que c'est un peu frustrant, les enfants qui ont besoin de soins, on les oriente vers l'extérieur. Donc moi, je faisais quelques suivis. Mais en gros, c'était mes collègues de la santé qui prenaient la suite. Donc voilà, frustration. Mais aussi découverte. Moi, je travaillais en REP+. C'est les zones, on va dire, urbaines, très compliquées. Avec, en l'occurrence, là, moi, je bossais c'est dans une des écoles qui était, je crois, la plus pauvre du Rhône. Avec plein de difficultés qui viennent s'ajouter, des difficultés sociales, économiques, éducatives, psycho-affectives, en gros du taf pour des psys, quoi. Je commence en 2015 et je travaille beaucoup. Je découvre cette pratique qui si elle me frustre par endroits, aussi elle me satisfait par d'autres. C'est quand même aussi hyper intéressant. Et en 2017, là à nouveau, bambou, dans le sens où j'ai une nouvelle, un diagnostic qui est posé d'aggravation de ma pathologie. Sa myopie forte, c'est ça devient, ça se complique et la rétine, elle se délite et tout ça. Et là, pareil, je continue à avancer dans tout ce parcours de personnes handicapées. J'ai plus seulement la reconnaissance de travailleur handicapé, mais j'obtiens une carte d'invalidité. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment des étapes aussi, de se dire, bon, ok. Alors bon, ça donne des avantages, hein, dans le sens où, par exemple, on a la gratuité pour les musées avec une carte d'invalidité. Bon. Je préférerais peut-être payer ma place et puis voir les œuvres. Par exemple. C'est bien fait. Vous écoutez l'Imaginoire. Si vous aussi vous êtes touché par la déficience visuelle ou si un de vos proches l'est, n'hésitez pas à nous contacter pour envisager une prochaine émission par mail à l'imaginoire@lilo.org ou en contactant votre radio qui nous transmettra le message. Retour à l'émission. Début d'année dernière, 2021, j'ai l'annonce de la nécessité d'une opération qui est méga compliquée parce qu'elle est risquée. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est toujours ce truc de maintenir l'existant. En fait, c'est pas d'améliorer. Avec moi, on a bien compris que ça ne marchait pas, mais de maintenir l'existant. Avec le risque que, en touchant à l'œil hyper fragile, ça aggrave plus que ça répare, quoi. Je prends le temps quand même de prendre d'autres avis et puis je dis à mon administration, attention, je suis au bout là du truc. Je savais que ça devenait de plus en plus compliqué parce qu'en fait, aussi ce qui est important, c'est que j'avance dans mon statut de personne handicapée, mais aussi je régresse visuellement avec ce moment un peu phare qui est que quand j'étais dans mes études de psycho, je lisais Freud dans le texte, hein.
Et puis qu'après, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus galère et qu'en 2017, par exemple, j'arrive plus à lire sur papier. Donc je commence à me mettre à la liseuse, enfin tout ça, c'est... Et après la synthèse vocale, et puis donc là, des pertes qui s'accumulent et des pertes un peu fondamentales, quoi. Est-ce que concrètement, il n'existe pas de possibilité pour les déficients visuels de lire Freud? Alors tu as la synthèse vocale, tu peux écouter des lectures de Freud. Moi, en zoomant, parce que je continue à voir, donc je peux lire, mais c'est hyper fatigant. Et puis, ben, c'est surtout ce qui est frustrant, c'est ce truc de tu prends un bouquin, tu le feuillettes, et ça, ben, tu peux plus. Tu es obligé d'avoir tout un équipement, en fait. Ben ouais, déjà, les concepts sont quand même complexes. Quand je lisais, j'annotais beaucoup, Ouais. je prenais des notes. Maintenant, j'arrive plus à relire mes notes, donc j'écoute et je me sens un peu plus passive, en fait. Ce que je fais, c'est que je participe à des séminaires de lecture Mhm. où tu vois, je vais avoir des explications de texte, j'essaye de m'en imprégner, et puis ben, je pense que c'est un apprentissage d'écouter de la lecture, quoi. C'est pas du tout le même truc. Mhm. Ben là, je sonne la sonnette d'alarme de mon administration, qui bouge pas trop, et quand même, je suis orientée vers le médecin du travail, qui me met en mi-temps thérapeutique en disant que je travaille trop, donc il faut que je fasse une petite pause, donc ok. Et donc là, on est cette année, là, en 2021. Et quand je reprends du service, là, donc je reprends en fait à temps plein. Et donc, je prolonge pas mon mi-temps thérapeutique. Je reprends dans les 2 écoles où je travaille. Et j'apprends à ce moment-là, donc on est presque à la fin de l'année, fin juin, que voilà, il y a dans une école où il y a une petite enclave, dans cette école, il y a une autre petite école, enfin il y a 2 directions en réalité, et que dans cette petite école, il y a un groupe d'enseignants qui a un groupe WhatsApp, voilà, c'est leur groupe qui est un peu sous la bannière de l'école, hein, mais qui est un groupe privé, où en fait, ben, ils s'en donnent à cœur joie, ils se lâchent sur les uns sur les autres, dont moi, et avec la publication... alors moi, ça, j'ai pas vu directement parce que j'ai pas souhaité voir, mais de photos caricaturales de personnes avec exophtalmie, strabisme, etc. Et puis ils se marrent, quoi. Et puis des commentaires assez violents que là, là, j'y ai eu accès en me traitant de bigleuse et d'incompétente. Donc aussi un peu le sentiment d'injustice, de ras-le-bol et puis d'hyper tristesse quand même. Enfin, vraiment. Déception profonde. Ouais, c'est ça. Déception, découragement et colère. C'est un découragement profond dans ce que je fais et ce pourquoi on est tous là. C'est-à-dire que moi, si j'ai choisi le service public, ces zones-là, ces zones difficiles, c'est parce que je me dis, bah oui, les équipes, elles sont hyper mobilisées. On est là parce qu'on a tous un intérêt commun d'accueillir ces enfants, de les faire apprendre, de leur donner accès à la culture, enfin tout le truc, hein, le discours, et puis se rendre compte qu'en effet, ben voilà, ces personnes à qui on confie l'éducation de nos enfants, ben finalement, ils sont quand même pas tous très bienveillants, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc ça, c'est une espèce de désillusion, en fait, hyper violente, qui fait que je me dis, ben, merde, chier. C'est le minimum qu'on puisse dire. À sa place, je ne me serais pas gratté. Vous êtes donc toujours à l'écoute de l'Imaginoire, en compagnie de Valérie, qui nous parle de son parcours truffé d'embûches. L'émission, quant à elle, arrive à son terme. Je rajoute juste que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, à la page dédiée à l'Imaginoire, le facebook.com/l'Imaginoire. Vous y retrouverez, entre autres choses, toutes les émissions. Allez, on retrouve Valérie pour la toute dernière partie de son interview. Quand je me prends cette grosse claque dans la gueule, là, je suis vraiment pleine de désillusions et j'ai même plus envie d'être psy parce que j'ai presque perdu confiance dans la nature humaine. J'ai envie de faire des choses qui me plaisent et entre autres, depuis longtemps, la radio me plaît.
et aussi le théâtre. Et je me dis, ben voilà, je vais me lancer là-dedans, pleine de confiance. Et puis, l'été passe quand même, ça fait du bien, machin. Et la rentrée arrive, et la veille de la rentrée, je rencontre le médecin du travail dans le cadre de mon projet de reconversion, indépendamment de cette histoire-là. Et donc, en fait, je suis complètement incapable de reprendre le travail. Donc, elle me met en arrêt. Et du coup, là, je suis en arrêt depuis le mois de septembre. Et ça m'a permis de vraiment, on va dire, maturer ce projet. C'est-à-dire que voilà, le temps faisant son œuvre, l'apaisement vient quand même. Je me rends compte que non, je suis quand même toujours intéressée par cette pratique d'écoute en fait. Et que finalement, par exemple aussi cet intérêt que j'ai pour la radio depuis toujours, le fait d'être intéressée par écouter des gens qui parlent d'eux, finalement en fait c'est mon job aussi de psy. Ce que j'aime beaucoup, c'est rencontrer des patients, faire des rencontres, découvrir des parcours et écouter ça. Écouter et pas avoir peur aussi d'y aller du côté de l'écoute de ce qui est difficile, ce qui est douloureux, ce qui est souffrant, mais aussi de toute la dimension vivante et de se rendre compte que les gens ont beaucoup de ressources aussi, et qu'il y a en eux toute une part douloureuse, mais aussi toute une part très vivante, et comment on peut la revivifier. Et c'est bien en laissant un peu toute cette souffrance de côté qu'on arrive à se délester et puis à avancer. Petit à petit, en étant aussi aidée par l'asso, notamment APIDV, là, je suis accompagnée par le Club Emploi. Donc, c'est un dispositif avec un binôme. Il y a un voyant et un malvoyant ou un non-voyant qui ont été des professionnels. Je dis ont été parce que souvent c'est des personnes à la retraite, c'est du bénévolat, donc il faut avoir le temps, ont été à des postes de cadre dans le privé ou dans le public, et qui accompagnent des personnes, des déficients visuels qui sont comme moi dans des projets de reconversion. Et donc il y a tout un travail de rencontres régulières déjà, d'écoute aussi, et d'accompagnement, d'encadrement. Et ils vont faire une mise en réseau et puis aussi des simulations, par exemple, dans le cadre d'entretiens professionnels. Et donc là, je suis soutenue par eux. Ça se construit, j'ai un projet qui se construit et qui arrive finalement à combiner ce que j'ai fait, ce pourquoi je me suis formée, donc la psycho, et ce que j'ai envie de faire, la radio. Et de me dire, oui, finalement, c'est le même cœur on va dire, de pratique, c'est-à-dire la rencontre et l'écoute. Et avec l'idée, peut-être, un truc qui était pour moi, où j'étais au départ très réticente, c'est peut-être travailler avec des déficients visuels dans des instituts de déficients visuels en tant que psychologue, mais en utilisant, pourquoi pas, une médiation radiophonique qui serait thérapeutique, parce que je crois que c'est soignant de se raconter, dit-elle en parlant. Ah mais je te facture moi à la fin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Valérie pour la discussion et à Thierry pour la mise en contact. Comme vous l'avez entendu, Valérie parle de projet radio, alors sachez qu'il est fort possible que l'on retrouve Valérie lors de prochaines émissions. C'est même fort probable. Vous étiez à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Une émission pensée par des familles touchées par la déficience visuelle, mais destinée à être entendue par tout le monde. Si vous voulez rejoindre l'aventure, contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org, en passant nous rendre visite sur notre facebook.com/l'imaginoire ou en contactant votre radio qui nous transmettra le message. L'Imaginoire est un projet accompagné par l'association Résonance. Et c'est un projet soutenu par la CAF Drôme et la Fondation BP Aura. À très bientôt pour une nouvelle émission.